Quand j'avais seulement 13 ans, j'ai découvert que parfois, les personnes qui devraient le plus vous protéger sont en réalité les véritables ennemis de votre vie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est mon histoire. Une histoire de tristesse, de douleur, mais surtout de dépassement de soi. Bonjour à tous. Je m'appelle Lourdes Marie, mais tout le monde me connaît comme Mamie Lulu. Je suis née en 1952 à M, dans la région parisienne, et aujourd'hui je veux partager quelque chose que j'ai gardé dans mon cœur pendant plus de 60 ans. Une histoire dont je n'ai jamais parlé, même pas à mes propres enfants. Avant de commencer, je tiens à vous remercier, nous avons atteint 70 000 abonnés cette semaine. C'est incroyable. Pour vous remercier, nous allons tirer au sort 200 € à la fin du mois. Pour participer, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de liker la vidéo et de commenter d'où vous nous regardez. Bretagne, Provence, Nord, ou même de l'étranger, je veux tous vous connaître. Mon histoire commence en 1965, quand j'avais 13 ans. Nous vivions dans une famille simple, dans une petite maison de 3 chambres à monsieur mon père, monsieur Gérard, était chauffeur routier et passait des jours, parfois des semaines, loin de la maison. Ma mère, Madame Conception, était couturière et blanchisseuse, elle lavait et repassait les vêtements des bourgeoises de la ville. Notre maison débordait toujours de linge suspendu, les draps dansant au vent. J'étais la plus jeune et la seule fille après 3 garçons, Antoine, 19 ans, Joseph, 17, et Robert, 15. Dans l'esprit de mon père, avoir enfin une fille après 3 garçons représentait une vraie bénédiction. Il m'appelait sa petite princesse et cachait des friandises dans sa chemise pour me les donner à son retour de voyage. Il me portait encore dans ses bras jusqu'à mes 11 ans, même si j'avais déjà grandi. Quand il était à la maison, je me sentais invincible, protégée de tout. Mais petit à petit, ses absences se faisaient plus longues. Les trajets devenaient plus étendus, les voyages plus fréquents. Il pouvait disparaître pendant 20 jours d'affilée, et c'est lors d'une de ces longues périodes que tout a basculé. Nous étions en mars 1965. La chaleur tenace enveloppait l'Île-de-France. Ma mère était partie livrer des vêtements à une cliente et m'avait laissée seule à la maison avec mes frères. « Occupe-toi de la maison, Lulu », m'avait-elle dit en partant. « Tes frères seront là. Si tu as besoin, demande-leur de l'aide. » Cet après-midi-là, je faisais la vaisselle quand j'ai senti quelqu'un approcher derrière moi. C'était Antoine, l'aîné. Il s'est rapproché d'une manière que je n'avais jamais connue, trop près. « Lul, tu deviens une femme, tu sais », a-t-il murmuré d'une voix qui m'a glacé le dos. J'ai tenté de reculer, mais il m'a retenu par le bras. « Qu'est-ce que tu fais, Antoine ?» ai-je demandé, terrifiée. « Lâche-moi, je termine de laver la vaisselle. » C'est alors que Joseph est entré dans la cuisine. J'ai cru qu'il allait intervenir, me protéger, mais le sourire sur ses lèvres m'a fait comprendre le contraire. Je sentais qu'ils avaient préparé cela ensemble. Puis Robert est apparu, appuyé contre le cadre de la porte, un regard que je n'avais jamais vu auparavant. « Maman ne rentre que ce soir », a dit Joseph. « Personne ne saura. » Ce qui s'est passé cet après-midi-là dans la cuisine me rend encore malade rien qu'à y penser. Mes propres frères, ceux qui auraient dû me protéger, sont devenus mes bourreaux. Tous les 3, unis, comme si je n'étais rien d'autre qu'un objet à leur disposition. Quand tout a pris fin, Robert, le plus jeune, à peine 15 ans, a murmuré des mots qui me hantent encore. « Si tu en parles, personne ne te croira. On dira que tu mens, que c'est toi qui l'as voulu. » Je suis restée étendue sur le carrelage presque 1 heure après leur départ. Je ne pouvais pas me lever. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Lorsque j'ai finalement réussi à me traîner jusqu'à la salle de bain, j'ai pris une longue douche, frottant ma peau jusqu'à ce qu'elle rougisse, comme si je pouvais laver ce qui venait de se passer. Quand ma mère est rentrée, faire semblant allait bien a été la chose la plus pénible que j'ai jamais faite. « Tout va bien, Lulu ?» a-t-elle demandé en remarquant mes yeux gonflés. « Oui, maman. J'ai juste un petit mal de tête. » Cette nuit-là, j'ai verrouillé ma porte et poussé la commode contre, mais cela n'a rien changé. Le lendemain matin, à peine ma mère partie pour le marché, ils sont revenus. Antoine a foncé sur la porte d'un coup d'épaule, en voyant la commode valser. « Ça ne sert à rien de t'enfermer, idiote », a-t-il dit. Joseph et Robert juste derrière lui. Cette maison est aussi la nôtre. Et c'est ainsi que mon véritable enfer a commencé. Chaque fois que ma mère sortait, chaque absence de mon père pesait comme une condamnation. Ils se relayaient, l'un surveillant les allées et venues pendant que les autres passaient à l'action. Je n'arrivais même pas à formuler la pensée entière. Les violences se multipliaient,
devenait plus brutal. Il savait exactement quand frapper. Il connaissait les habitudes de ma mère mieux qu'elle-même. Il savait que les mardis et jeudis, elle livrerait des vêtements et passerait du temps à bavarder avec les voisines en fin d'après-midi. Il savait que les samedis, elle irait au marché pour au moins 2 heures. Il savait que mon père serait absent plusieurs jours sur la route. J'ai commencé à changer. De fille joyeuse et bavarde, je suis devenue une ombre. J'ai cessé de bien manger. Je me suis émaciée. Mes cernes étaient permanents. À l'école, mes résultats ont chuté. Moi, l'élève studieuse, je me mettais à échouer, à sécher les cours. Qu'est-ce qui t'arrive, Lulu? Ma maîtresse m'a demandé un jour. Tu as toujours été si appliquée. J'aurais voulu tout lui dire, mais les mots de Robert résonnaient dans ma tête. Personne ne te croira. Et moi-même, je doutais de la réalité de ce qui m'arrivait. Avais-je provoqué ça? Était-ce de ma faute? Ces questions me hantaient chaque jour. À la maison, j'ai commencé à changer d'apparence. Je portais des vêtements amples, clairs, pour disparaître. J'ai coupé mes cheveux courts. J'ai cessé de sourire. Tout était fait pour passer inaperçu, mais rien n'y faisait. La situation empirait. Un jour, après un abus particulièrement violent, Joseph me tenait par les bras tandis qu'Antoine s'approchait de mon visage. Si tu dis ça à papa à son retour, on dira que c'est toi qui nous as provoqués, que tu cherches aussi les garçons à l'école, que tu ne vaux rien. Qui va-t-il croire? 3 fils ou une fille qui se comportent bizarrement? Leur manipulation était cruelle, méthodique. Ils savaient exactement quoi dire pour me faire taire, me faire culpabiliser. Ils ont même commencé à inventer des histoires pour ma mère, prétendant qu'ils m'avaient vu parler à des garçons plus âgés au coin de la rue. Lulu devient un peu trop délurée, maman, disait Antoine à table. L'autre jour, je l'ai vu discuter avec un gars qui travaille déjà, ajoutait Joseph. Ma mère me regardait, méfiante et inquiète. C'est vrai, ma fille? Non, maman, je le jure, suppliai-je. Tu mens, insistait Joseph. Peu à peu, ils ont détruit ma relation avec ma mère aussi. Elle a commencé à me surveiller avec suspicion, mais pas de la manière dont j'avais besoin. Elle vérifiait que je ne donnais aucune raison aux garçons, que je ne me comportais pas mal. La seule chose qui me maintenait était l'idée du retour de mon père. Lorsqu'il serait là, il n'oserait plus s'approcher. Mon père avait toujours été mon protecteur, mon héros. S'il savait, mais comment lui dire? Comment le convaincre? Les mois passaient et mon corps commençait à faiblir. Des saignements hors règle apparaissaient. Des douleurs m'évanouissaient. La fièvre montait et redescendait sans raison. Une nuit, après un passage particulièrement violent des 3, j'ai commencé à saigner abondamment. Ce n'étaient pas mes règles, c'était pire. Une douleur aiguë m'a fait m'évanouir dans la salle de bain. Je me suis réveillée par terre, entourée de flaques de sang, trop faible pour crier. Robert m'a trouvée dans cet état. J'ai vu la panique dans ses yeux. Joseph, Antoine, venez ici, a-t-il crié. Cette fois, les limites avaient été franchies. Ils m'ont porté jusqu'au lit, nettoyé la salle de bain, changé mes vêtements. Ils étaient visiblement paniqués. Si quelqu'un découvre ça, on est perdu, a dit Antoine. On dira qu'elle est tombée dans l'escalier arrière. Ils m'ont laissée dans la chambre, toujours en train de saigner. La douleur était insoutenable, mais je n'avais même plus la force de pleurer. Je priais simplement, demandant à Dieu de m'emporter loin de là, d'une manière ou d'une autre. Cette nuit-là, par un miracle dont je rends grâce encore aujourd'hui, mon père est rentré plus tôt de son voyage. Il devait arriver seulement le lendemain, mais il avait pu avancer son travail. Je me souviens de lui entrant dans ma chambre dans le noir, pour me donner son baiser de bonne nuit comme à chaque retour. Je me souviens de lui allumant la lumière lorsqu'il a compris que quelque chose n'allait pas. Lou, ma fille, réveille-toi, m'a-t-il appelé en me secouant doucement. Sa main a touché le drap imbibé de sang. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Conception, viens tout de suite. J'ai ouvert les yeux avec difficulté et j'ai vu mon père, mon héros, les yeux emplis de larmes et de peur. J'ai tenté de sourire, de dire que j'étais contente de le voir, mais je n'ai réussi qu'à murmurer « Papa, aide-moi ». C'était la dernière chose que j'ai dite avant de m'évanouir à nouveau. Le désespoir dans sa voix appelant ma mère, le chaos dans la maison, le trajet vers l'hôpital, tout cela est flou dans ma mémoire. Mais je revois nettement le regard de mes frères lorsqu'ils m'ont sorti de la maison, porté dans les bras de mon père. Un regard de terreur pure, pas pour mon état, mais pour ce qui allait suivre. Ils savaient que cette fois, il serait impossible de cacher quoi que ce soit.
Je suis arrivée à l'hôpital Saint-Louis presque sans vie. Ma tension était très basse. J'avais perdu énormément de sang. J'entendais les voix des médecins comme venant de très loin, des paroles que je ne comprenais pas entièrement. Mais une phrase est restée gravée à jamais. Cette jeune fille a été victime d'abus sexuels répétés et violents. Il faut prévenir la police immédiatement. La salle d'urgence est devenue un tourbillon. Mon père, toujours si calme, se mit à crier et à briser des objets. Il a fallu 3 infirmiers pour le maîtriser. Je n'avais jamais vu mon père ainsi. Qui a fait ça à ma fille? Qui? Hurlait-il, un désespoir qui brisait le cœur. Ma mère pleurait dans un coin, figée, se balançant d'avant en arrière comme une enfant effrayée. On aurait dit qu'elle ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. Pendant que les médecins s'activaient pour me stabiliser, une assistante sociale est entrée dans la chambre. C'était une jeune femme aux yeux doux et à la voix posée. Elle s'est approchée de mon lit et a pris ma main. Lourde, je m'appelle Marguerite. Je suis là pour t'aider. Peux-tu me dire qui t'a fait ça? J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. J'ai regardé mon père, anéanti par la douleur, appuyé contre le mur. J'ai regardé ma mère, semblant avoir vieilli de 10 ans en une seule nuit. Comment aurais-je pu dire la vérité? Comment aurais-je pu briser notre famille complètement? C'était un groupe de garçons en rentrant de l'école, ai-je murmuré. Le mensonge est sorti presque tout seul. Je ne les connais pas, ils viennent d'ailleurs. Ce premier mensonge fut le premier d'une longue série dans les mois à venir. Des mensonges pour protéger ceux qui ne méritaient aucune protection. Des mensonges qui me rongeaient de l'intérieur comme un acide invisible. J'ai passé une semaine à l'hôpital. Une chirurgie d'urgence a été nécessaire. Les médecins ont expliqué que le traumatisme interne était si grave que j'avais presque perdu mon utérus. À 13 ans, il se peut que vous ne puissiez jamais avoir d'enfant, ont-ils prévenu mes parents. Durant cette semaine, je n'ai vu aucun de mes frères. Mon père et ma mère se relayaient à mon chevet, jour et nuit. Mon père tenait ma main pendant mon sommeil et était là à mon réveil, avec des cernes profonds et la barbe non rasée. Je vais retrouver celui qui t'a fait ça, princesse, promettait-il, même si je dois retourner toute la ville. La police est venue à plusieurs reprises. Ils posaient les mêmes questions et je donnais les mêmes réponses vagues. Je ne savais pas décrire les agresseurs. Je ne savais pas d'où ils venaient. Je n'étais sûre de rien. Les policiers échangeaient des regards méfiants. Ils savaient que je cachais quelque chose. Ma fille, tu dois nous aider, disait un commissaire aux cheveux gris. Si tu ne dis pas la vérité, ces hommes peuvent faire la même chose à d'autres filles. Cela me tourmentait de penser que mes propres frères pourraient nuire à d'autres filles. Mais en même temps, comment pourrais-je briser ma famille? Comment faire en sorte que mon père perde non seulement sa fille, mais aussi ses 3 fils? La nuit précédant ma sortie, j'ai eu une visite inattendue. Ma mère était partie à la maison prendre une douche et mon père était allé acheter quelque chose à manger à la cafétéria de l'hôpital. Je suis restée seule dans la chambre pendant presque 1 heure. La porte s'est ouverte doucement et Robert est entré. Mon frère le plus jeune, seulement 2 ans de plus que moi, était méconnaissable. Il était maigre, pâle, avec des cernes profonds. On aurait dit qu'il avait vieilli de plusieurs années en seulement 1 semaine. Mon premier réflexe a été de crier, mais il a levé les mains en signe de reddition. Lulu, s'il te plaît, je suis juste venue te dire. Il a commencé à pleurer, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Je suis désolée, vraiment désolée. Je suis restée silencieuse, observant ce garçon qui avait participé à mon tourment, maintenant réduit en larmes devant moi. Antoine et Joseph avaient dit que si je ne participais pas, ils me frapperaient, que je n'étais pas un vrai homme. Je ne voulais pas. Je te jure que je ne voulais pas. Va-t'en. C'est tout ce que j'ai pu dire avant le retour de mon père. Il se doute déjà de nous, a murmuré Robert. Il avait posé plusieurs questions sur ce que nous faisions ce jour-là. Il demandait aux voisins s'ils avaient remarqué quelque chose d'étrange. Antoine paniquait. Je n'ai rien répondu. Une partie de moi voulait que mon père découvre la vérité, que justice soit rendue. Mais une autre partie savait que cela détruirait notre famille à jamais. Tu n'as rien dit, n'est-ce pas? A demandé Robert, nerveux. Va-t'en, ai-je répété plus fermement. Je ne veux pas entendre de menaces. Ce n'est pas une menace, dit-il en s'approchant de la porte. Tu sais comment est papa. S'il découvre, il va littéralement nous tuer. Puis il est sorti avant que je puisse répondre. Je suis restée là, fixant la porte fermée, les larmes coulant sur mon visage, parce qu'il avait raison. Mon père, toujours calme et aimant,
avait une limite, et cette limite, c'était ma sécurité. Je suis rentrée à la maison un dimanche après-midi. Mon père avait nettoyé et rangé ma chambre, acheté une nouvelle couette, même repeint les murs d'un jaune clair que j'avais toujours aimé. Pour que tu te sentes dans un nouvel endroit, expliquait-il, un nouveau départ. Une nouvelle serrure solide avait été installée sur la porte. Mon père m'a remis la clé avec solennité. Personne n'entre ici sans ta permission. Personne. Les premiers jours à la maison étaient étranges. Mes frères apparaissaient à peine dans les pièces communes. Ils sortaient tôt et rentraient tard, évitant de me croiser ou de croiser mon père. Ma mère essayait de faire comme si tout redevenait normal. Elle préparait mes plats préférés, coiffait mes cheveux comme lorsque j'étais petite, essayait de me faire sourire. Mais quelque chose était cassé entre nous, quelque chose dont je ne savais pas si cela se réparerait un jour. Ma fille, tu dois manger, insistait-elle, voyant que je ne touchais presque pas à la nourriture. Tu dois reprendre des forces. Mais comment expliquer que chaque bouchée était un effort immense, que je ne ressentais rien d'autre qu'un vide immense? Mon père avait prolongé son congé. Il ne retournerait pas sur la route tant que je n'étais pas complètement rétabli. Et tant que les coupables ne seraient pas arrêtés, il passait ses journées au commissariat, parlant avec les enquêteurs, offrant des récompenses, affichant les descriptions vagues des agresseurs imaginaires que j'avais fournis. Le soir, il s'asseyait au bord de mon lit et tenait ma main jusqu'à ce que je m'endorme. « Plus rien de mal ne t'arrivera, princesse, promettait-il. Plus jamais. » Mais le mal était déjà fait, vivant sous le même toit. Les cauchemars ont commencé presque immédiatement. Je me réveillais en criant au milieu de la nuit, en sueur froide, revivant chaque moment d'horreur. Mon père accourait, m'embrassait, essayait de me calmer. Parfois, j'étais si agitée qu'il fallait prendre les médicaments prescrits par le médecin. « Ce ne sont que des rêves, ma fille, » disait-il en essuyant mes larmes. « Ils ne peuvent pas te faire de mal. » Mais ce n'était pas que des rêves. C'étaient des souvenirs. Des souvenirs qui allaient me hanter pendant des décennies. À l'école, rien n'allait mieux. Bien que personne ne sache officiellement ce qui m'était arrivé, les rumeurs se propageaient comme un feu. Les petites villes ont de grandes oreilles et des bouches encore plus grandes. « Regarde, c'est la fille qui a été attaquée », chuchotait-on dans les couloirs lorsque je suis retournée en classe presque un mois plus tard. Ils disent que c'étaient des hommes de l'extérieur, tout un gang. Certaines personnes me regardaient comme si j'avais une maladie contagieuse, d'autres avec une pitié si profonde que c'était presque insupportable. Mes amis ne savaient pas comment agir près de moi, quoi dire, comment se comporter. Je me suis de plus en plus isolée. Je passais les récréations seule, assise sous un arbre dans la cour, loin des regards et des murmures. Mes notes, déjà mauvaises, ont encore chuté. Les professeurs tentaient d'être compréhensifs, mais je voyais la frustration dans leurs yeux. Lourde était une élève si prometteuse, ai-je entendu la directrice dire à ma maîtresse en passant devant son bureau. C'est dommage que tout cela soit arrivé. Est-ce qu'elle va réussir à s'en remettre? À la maison, la tension était palpable. Mon père poursuivait sa croisade pour retrouver les coupables, de plus en plus frustré par le manque de progrès. Ma mère essayait de maintenir la paix, marchant sur la pointe des pieds comme si le moindre bruit pouvait briser encore plus notre famille déjà brisée. Mes frères avaient chacun développé une stratégie différente. Antoine, l'aîné et leader, agissait comme si rien ne s'était passé. Parfois, il essayait même d'être gentil avec moi, proposait de l'aide pour les devoirs, demandait si je voulais regarder la télévision. « Je m'inquiète pour toi, petite sœur », disait-il avec une fausseté qui me donnait la nausée. Il faut qu'on se serre les coudes dans ce moment difficile. Joseph, le deuxième, choisissait l'éloignement complet. Il passait le plus clair de son temps dehors, travaillait dans un garage et ne rentrait que pour dormir. Lorsqu'on se retrouvait à table, il ne levait pas les yeux, ne me parlait pas. Robert, le plus jeune, semblait aussi détruit que moi. Il maigrissait à vue d'œil, faisait des cauchemars comme les miens, sursautait au moindre contact. Plusieurs fois, je l'ai surpris m'observant de loin, rempli de remords et de peur. Une nuit, environ 3 mois après l'hôpital, j'ai entendu une violente dispute dans la chambre de mes parents. Mon père élevait rarement la voix, donc j'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. « Il y a quelque chose qui ne va pas dans toute cette histoire, Conception », criait-il. « Tu ne vois pas? Ces garçons agissent de façon très étrange. »« Qu'est-ce que tu insinues, Gérard ?» répondit ma mère, la voix tremblante. « Pour l'amour de Dieu, ce sont tes fils. Et elle aussi, c'est ma fille. Regarde-la, Conception.
Regarde ce qu'ils ont fait à notre petite. Elle ne dort pas, elle ne mange pas, elle ne sourit plus. Ses yeux ne sont plus ceux d'une enfant. C'était la faute de ces marginaux, de ces bandits que personne n'a vus, que personne ne connaissait, qui n'ont laissé aucune trace dans un monde où tout le monde connaît tout le monde. J'ai retenu ma respiration. Mon père commençait à soupçonner la vérité derrière mes mensonges. Robert a presque eu un malaise quand je lui ai demandé où il était cet après-midi-là, poursuivit mon père. Joseph n'arrive même pas à me regarder en face. Et Antoine ? Antoine est agressif et sur la défensive tout le temps. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire, Conception. Tu délires, insista ma mère, mais sa voix trahissait son doute. C'est la fatigue, l'inquiétude. Tu n'as pas bien dormi depuis des mois. Je vais découvrir la vérité, affirma mon père avec une détermination qui me fit trembler. Par le bien ou par le mal. J'ai fermé la porte de ma chambre et pleuré en silence jusqu'à m'endormir. La vérité s'approchait comme une tempête à l'horizon, lorsqu'elle arriverait, elle balayerait tout sur son passage. C'était un mardi de juin 1966, presque 4 mois après ma sortie de l'hôpital. Cette journée a commencé comme toutes les autres dans cette sombre routine que nous avions établie. Mon père était parti tôt pour le commissariat, comme presque tous les jours. Ma mère était dans la cour, étendant des vêtements sur la corde à linge. J'étais dans le salon, essayant de me concentrer sur un exercice de mathématiques que je n'arrivais pas à comprendre. Antoine est entré dans le salon sans faire de bruit. Quand je l'ai remarqué, il était déjà assis à côté de moi sur le canapé. J'ai senti tout mon corps se figer, paralysé par la peur. « Il faut qu'on parle, Lulu », dit-il avec cette voix faussement douce qu'il avait adoptée ces derniers mois. Cette situation ne peut pas continuer comme ça. Je me suis levée immédiatement, prête à fuir, mais il a attrapé mon bras. « Calme-toi, je ne vais pas te faire de mal, a-t-il dit, mais sa prise contredisait ses mots. Je veux juste que tu comprennes une chose. Papa se doute de nous. Hier, il a posé plein de questions à Robert et le gamin a presque tout révélé. Si ça arrive, toute la famille va sombrer. C'est ça que tu veux ? J'ai plongé mon regard dans le sien. Ses yeux, qui autrefois étaient ceux d'un frère, étaient devenus ceux d'un monstre. Et j'ai trouvé un courage que je ne me savais pas. Lâche mon bras maintenant, ai-je craché entre mes dents. Ne me touche plus jamais. Il a semblé surpris par ma réaction et a relâché mon bras lentement. Tu ne comprends pas, hein ? Si tu dis la vérité, papa va nous tuer littéralement. Tu veux avoir ça sur la conscience ? Vous n'avez pas pensé à ma vie quand vous avez fait ce que vous avez fait, ai-je répondu, les larmes coulant sur mon visage. Pourquoi est-ce que je devrais penser à la vôtre maintenant ? Antoine est devenu rouge de colère. Il s'est levé, devenant beaucoup plus grand que moi, intimidant. Tu vas fermer ta bouche, a-t-il dit en s'avançant encore. Je te jure qu'il n'avait pas fini sa phrase. La porte du salon s'est ouverte violemment, claquant contre le mur. Mon père était là, debout, tenant un dossier, le visage pâle comme un linge. « Éloigne-toi de ma fille », dit-il d'une voix basse, contrôlée, mais chargée d'une fureur que je n'avais jamais vue auparavant. Antoine a reculé de 2 pas, levant les mains. « Papa, ce n'est pas ce que tu penses », balbutia-t-il. Mon père a jeté le dossier sur la table basse. Des papiers se sont éparpillés sur le sol. J'ai reconnu l'entête de l'hôpital. « Je viens de rentrer de l'hôpital », dit mon père, toujours avec cette voix contrôlée et terrible. Je suis allé chercher des copies des examens de Lourdes. Je voulais les envoyer à un spécialiste à Paris. Il a ramassé un des papiers sur le sol et l'a tenu comme s'il s'agissait de quelque chose de toxique. Tu sais ce qui est écrit là, Antoine ? Le médecin a documenté en détail les blessures de ta sœur. En détail. Et tu sais quoi d'autre ? Il a écrit que ces blessures étaient cohérentes avec des abus répétés sur une longue période. Ce n'était pas une agression unique comme Lourdes l'a dit, c'était des mois. Mon père s'est tourné vers moi, les yeux embués de larmes. Pourquoi as-tu menti ? Pourquoi as-tu protégé celui qui t'a fait ça ? J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Il restait coincé dans ma gorge, étouffé par des mois de peur et de honte. Papa, elle est confuse, a tenté d'intervenir Antoine. Les médecins ont dit que le traumatisme peut affecter la mémoire. Tais-toi, a rugi mon père, perdant enfin le contrôle. J'ai entendu toute votre conversation. Tu vas fermer ta bouche. Qu'est-ce qu'elle doit garder secret, Antoine ? Qu'est-ce qu'elle doit garder secret ? À ce moment-là, la porte de la cuisine s'est ouverte et Joseph est entré. Il s'est figé en voyant la scène dans le salon,
comme un animal pris dans la lumière d'un fusil. « Parfait que tu arrives, Joseph, » dit mon père avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je voulais justement te parler aussi. » Joseph a regardé autour de lui, moi, Antoine, les papiers éparpillés sur le sol. Il a compris immédiatement. « Papa, je peux expliquer. » a-t-il commencé. Mais mon père a levé la main pour l'interrompre. « Va chercher ta mère, a-t-il ordonné, et après, trouve Robert. Je veux tout le monde dans ce salon dans 5 minutes. » Joseph a hésité, envisageant clairement de fuir, mais le regard de mon père l'a fait obéir. Il est sorti en appelant ma mère depuis la cour. Mon père s'est approché de moi et a pris mes mains. « Lulu, ma fille, j'ai besoin que tu sois courageuse maintenant. J'ai besoin que tu dises la vérité, toute la vérité, peu importe combien ça fait mal. » J'ai regardé Antoine qui me fixait avec une haine palpable. J'ai regardé la porte par laquelle Joseph était parti. J'ai pensé à Robert, probablement caché quelque part, terrifié par ses propres cauchemars. C'était eux. « Papa !» ai-je murmuré finalement, presque inaudible. C'étaient mes frères. Mon père a fermé les yeux un instant, comme si un coup l'avait frappé. Lorsqu'il les a rouverts, quelque chose en lui avait changé pour toujours. « Depuis quand ?» a demandé ma voix tremblante. « Depuis mars, quand vous avez fait ce long voyage en province. »« 3 mois, a murmuré mon père, faisant le calcul. « Mon Dieu, 3 mois. » Ma mère est entrée en courant dans le salon, le visage bouleversé. Joseph la suivait, pâle comme un fantôme. « Qu'est-ce qui se passe, Gérard ?» a-t-elle demandé, en voyant le chaos. « Où est Robert ?» a demandé mon père, ignorant sa question. « Je ne sais pas, » a répondu Joseph. « Il n'est ni dans sa chambre ni dans la cour. »« Peu importe, » a dit mon père en se levant. « Lulu vient de me dire la vérité sur qui l'a vraiment blessé. » Ma mère a porté la main à sa bouche, les yeux écarquillés d'horreur. Elle savait au fond, peut-être l'avait-elle toujours su. « Ce n'est pas vrai, » a dit Antoine, essayant de garder contenance. Elle est confuse, traumatisée, elle invente. « Si c'est vrai, » ai-je dit avec une force que je ne savais pas posséder. « Vous 3, depuis mars, toutes les fois que maman sortait. » Ma mère s'est effondrée à genoux, sanglotant. Joseph s'est appuyé contre le mur, incapable de soutenir ses jambes. Antoine est resté debout, défiant, mais son visage avait perdu toute couleur. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé comme une explosion au ralenti. Mon père, toujours si calme et mesuré, s'est transformé en une force de la nature. Il s'est jeté sur Antoine avec un rugissement venu des profondeurs de la terre. Le premier coup a surpris mon frère, le projetant contre l'étagère à livres. « Gérard, non !» a crié ma mère, tentant de se lever, mais il était trop tard. Des années de colère retenue, des mois de frustration impuissante, la révélation de la trahison la plus profonde. Tout a explosé à ce moment-là. Mon père a soulevé Antoine par le col et a continué à le frapper, criant des choses que je n'avais jamais pensé entendre. Joseph a tenté d'intervenir, tirant mon père en arrière, mais il a reçu un coup qui l'a envoyé au sol. Ma mère criait, je criais. Le salon était devenu un champ de bataille. Quand les voisins sont arrivés, attirés par le tumulte, ils ont trouvé mon père retenu par 3 hommes. Antoine saignait sur le sol, Joseph était appuyé contre le mur avec le nez cassé, et ma mère tentait de me protéger dans un coin. « Il est devenu fou », a dit quelqu'un. « Appelez la police. » Quelques minutes plus tard, des voitures de police ont rempli la rue. Des policiers sont entrés dans la maison, séparant tout le monde. L'un d'eux, qui connaissait mon père du temps où il venait au commissariat, a essayé de le calmer. « Gérard, pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Tes propres fils. » Mon père n'arrivait pas à finir sa phrase, étouffé par la colère et la douleur. J'ai parlé, avec une clarté surprenante. J'ai tout raconté aux policiers. Chaque détail, chaque abus, chaque menace. C'était comme si un barrage s'était rompu et que la vérité coulait sans contrôle. Les policiers écoutaient en silence, leur visage se durcissant à chaque mot. Quand j'ai fini, l'un des policiers s'est tourné vers Antoine et Joseph. « Vous êtes en état d'arrestation. »« Et Robert ?» demanda un jeune policier. « Il était aussi impliqué ?»« Aussi, ai-je confirmé, les larmes aux yeux. Mais il avait été contraint par les autres. Il l'avait menacé de le battre s'il ne participait pas. » À ce moment-là, comme convoqué, Robert est apparu dans l'encadrement de la porte du salon. Il avait tout entendu, caché quelque part. Son visage était trempé de larmes.
ses yeux rouges d'avoir trop pleuré. C'est vrai, dit-il, la voix brisée. J'ai fait partie de ça. Je mérite d'être arrêté aussi. Mon père, soutenu par un secouriste, regarda Robert avec un mélange de mépris et de pitié. Tu n'es plus mon fils, dit-il simplement. Aucun de vous ne l'est. Antoine et Joseph furent menottés et emmenés jusqu'au fourgon. Robert fut mis dans une autre voiture, sans menottes, mais également arrêté. Avant de monter dans la voiture, il me regarda une dernière fois. Pardonne-moi, Lulu, murmura-t-il si bas que je l'entendis à peine. Je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi. Je ne répondis pas. Je n'avais pas de pardon en moi à ce moment-là. Seulement un vide immense, comme si on m'avait arraché quelque chose de vital dans la poitrine. Dans les semaines qui suivirent, notre famille devint le sujet principal de la ville. Les journaux locaux relatèrent l'affaire avec des titres sensationnalistes. Frères abuseurs arrêtés, père découvre l'horreur familiale et s'en prend violemment, famille détruite par un secret terrible. Le procès fut rapide pour les standards de l'époque. Il y avait les preuves médicales, mon témoignage, la confession de Robert. Antoine et Joseph furent condamnés à 12 ans de prison chacun. Robert, mineur et ayant avoué spontanément, eut une peine plus légère, 6 ans dans un centre de redressement pour mineurs. Mon père ne fut plus jamais le même. L'homme gentil et souriant que je connaissais avait disparu cet après-midi de juin. À sa place demeurait une coquille, brisée par la culpabilité et la colère. Il ne pouvait plus me regarder dans les yeux sans pleurer. Il ne pouvait plus parler de ce qui s'était passé sans que ses mains tremblent. J'aurais dû m'en apercevoir, répétait-il comme un mantra. J'aurais dû rester plus à la maison. J'aurais dû faire plus attention. Je t'ai abandonnée, princesse. Ma mère sombra dans une profonde dépression. Elle passait ses journées au lit, sans manger, sans parler. Quand elle recommença à se lever, c'était comme si elle avait vieilli de 20 ans. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs en quelques mois. Comment ai-je pu ne pas voir, se torturait-elle. Notre maison, autrefois pleine de voix et de mouvements, était devenue un mausolée. Les chambres de mes frères furent fermées, leurs affaires rangées dans des cartons au grenier. Nous n'avons plus jamais prononcé leur nom à voix haute, comme s'ils étaient une malédiction. À l'école, la situation était insoutenable. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide, comme si j'étais une attraction de cirque. Les chuchotements me suivaient dans les couloirs. C'est elle, la fille abusée par ses propres frères. Le père a failli tuer ses fils quand il a découvert. Après 2 semaines à supporter ses regards et ses murmures, j'ai supplié mes parents de me changer d'école. Mais mon père avait une idée différente. On va partir d'ici, dit-il un soir, pendant un dîner silencieux. Il n'y a rien pour nous dans cette ville, que de mauvais souvenirs. En août 1966, nous avons quitté Meaux. Mon père a demandé sa mutation dans l'entreprise de transport. Nous sommes partis pour Orléans, à presque 400 km. Une ville où personne ne nous connaissait, où nous ne serions pas la famille de cette terrible affaire. Nous avons laissé derrière nous la maison, les meubles, les photos, presque tout ce qui pouvait nous rappeler le passé. Nous avons recommencé à zéro dans un petit appartement du centre-ville, près de la cathédrale Sainte-Croix. Mais j'ai vite découvert douloureusement que peu importe la distance parcourue, certaines choses restent en vous, comme des chaînes invisibles que l'on ne peut jamais briser complètement. Les premiers mois à Orléans étaient comme vivre dans une bulle protectrice. Moi, qui avais grandi dans la petite ville plate de Meaux, je me retrouvais maintenant entourée par la Loire, les châteaux, la brume qui couvrait chaque matin froid. C'était comme si nous étions arrivés dans un autre siècle, dans un autre monde. Nous avions commencé une nouvelle vie en août 1966. J'avais 14 ans. Mon père avait trouvé un travail fixe au bureau de la société de transport. Pour la première fois depuis toujours, il serait présent tous les jours. Ma mère avait trouvé un petit travail dans une boulangerie proche de la maison. Moins bien payé que son métier de couturière, mais ça la gardait occupée, loin des pensées sombres. On m'inscrivit dans une école catholique, le collège Notre-Dame des Douleurs. Là, personne ne connaissait mon passé. Pour tous, j'étais simplement la nouvelle élève, un peu silencieuse, un peu triste, mais juste une adolescente essayant de s'adapter à son changement de vie. Nous avons la chance de recommencer, princesse, disait mon père lors de nos promenades dans les rues pavées le week-end. Ici, personne ne nous connaît. Personne ne sait ce que nous avons vécu. Mais je savais. Mon corps savait. Mon esprit savait. Les cicatrices étaient toujours là. Certaines visibles,
la plupart invisibles aux yeux des autres. Les cauchemars, eux, n'avaient pas disparu avec le déménagement. Presque chaque nuit, je me réveillais en criant, en sueur froide, sentant des mains inexistantes me toucher. Mon père accourait toujours dans ma chambre. Il m'enveloppait dans ses bras, me caressait jusqu'à ce que je cesse de trembler. Parfois, il restait assis toute la nuit sur une chaise à côté de mon lit. « Ça va passer, ma fille », promettait-il en caressant mes cheveux. Avec le temps, ça va passer. Mais ça ne passait pas. Les cauchemars devenaient plus élaborés, plus réalistes. Parfois, je rêvais que mes frères avaient échappé à la prison et m'avaient retrouvé à Orléans. Je me réveillais en sursaut, le souffle coupé, comme si des mains invisibles m'étouffaient. Mes parents m'ont emmené consulter un médecin, qui m'a prescrit des somnifères. Mais ces médicaments ne calmaient pas mes cauchemars. Ils m'enfermaient juste dans un sommeil dont je ne pouvais m'échapper. Après quelques nuits encore plus terribles, j'ai cessé de les prendre. À la nouvelle école, j'ai tenté de m'intégrer. Les religieuses étaient strictes mais équitables. Les autres filles, intriguées par l'arrivée d'une élève en cours d'année, ont cherché à m'approcher. Mais j'avais érigé des murs invisibles autour de moi, impénétrables. « Tu parles jamais de ton ancienne ville ?» m'a un jour demandé Thérèse pendant la récréation. « Tu regrettes ?» « Non », ai-je répondu sèchement. Je ne regrettais rien là-bas. Je ne voulais pas évoquer mes amis, ni ma famille. Elles ont vite abandonné leur tentative de me soutirer des informations. Je suis devenue celle qu'on considérait étrange, distante, sans amis. Et je préférais ça. L'amitié supposait la confiance, et je ne savais plus faire confiance. À la maison, mes parents essayaient de recréer un semblant de normalité. Ma mère avait décoré le petit appartement avec des fleurs, des rideaux colorés, et des objets du marché. Mon père apportait des livres, des chocolats, tout ce qu'il pensait pouvoir me faire sourire. Mais un fantôme planait entre nous, ou plutôt 3 fantômes. Nous ne parlions jamais de mes frères. Leur nom restait tabou. C'était comme s'ils avaient disparu, comme s'ils n'avaient jamais existé. Pourtant, leur absence pesait constamment, un vide qui aspirait toute joie. La nuit, j'entendais ma mère pleurer doucement dans sa chambre. Mon père tentait de la réconforter. Mais comment consoler une mère qui a perdu 3 fils derrière les barreaux et découvert qu'ils étaient des monstres ? Comment surmonter la culpabilité de n'avoir rien vu, de ne pas avoir protégé la plus jeune ? J'aurais dû voir, Gérard, sanglotait-elle. Comment une mère ne voit pas quelque chose comme ça ? Ce n'est pas ta faute, Conception, répondait mon père d'une voix lasse qui ne le convainquait pas lui-même. Ils nous ont tous trompés. 6 mois après notre arrivée à Orléans, une enveloppe est arrivée par la poste. Elle venait du centre de redressement pour mineurs délinquants. C'était une lettre de Robert. Mon père, furieux, voulait la brûler sans la lire. Ma mère supplia de la découvrir. Moi, je restais immobile, paralysée, fixant ce morceau de papier capable de rouvrir toutes les blessures. « Elle est pour Lourdes », dit ma mère en montrant mon nom sur l'enveloppe. « Tu as le droit de décider. » Mon père me regarda, les yeux emplis de douleur et de colère. « Tu n'as pas besoin de lire ça, princesse. Tu n'as pas besoin de les laisser revenir dans ta vie. » J'ai saisi l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je ne savais pas quoi faire. Une partie de moi voulait la déchirer en 1000 morceaux. Une autre voulait savoir ce qu'il avait à dire. Je vais y réfléchir, ai-je murmuré, glissant la lettre dans ma poche. Je ne sais pas encore. Pendant des semaines, j'ai traîné cette lettre partout, dans ma chambre, à l'école, pendant les promenades en ville. Parfois, je l'oubliais simplement dans ma poche, comme si elle n'existait pas. Parfois, cette lettre était tout ce qui occupait mon esprit. Qu'est-ce que Robert pouvait bien écrire qui changerait quelque chose ? Quels mots pourraient réparer ce qu'il avait contribué à briser ? Un dimanche après-midi, alors que mes parents étaient à la messe et que je restais seule dans ma chambre, j'ai finalement trouvé le courage. J'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, comme si elle pouvait contenir un danger invisible. L'écriture était serrée, petite, remplissant 4 pages. Mon cœur battait à toute vitesse alors que je commençais à lire. Chère Lulu, je ne sais même pas par où commencer. Peut-être en précisant que je n'attends pas ton pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Ce que nous t'avons fait est impardonnable. Chaque matin ici, je me réveille avec la même question, comment ai-je pu infliger une telle horreur à ma propre sœur ? Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas prétendre que tout était de la faute d'Antoine et de Joseph. Oui, ils m'ont mis sous pression, ils m'ont menacé. Mais j'avais le choix. J'aurais pu dire non. J'aurais pu en parler à maman,
à papa, à quelqu'un. J'aurais pu te protéger comme un frère aurait dû le faire. À la place, je suis devenu ton bourreau, une part de ton cauchemar. Je suis en thérapie ici. Le psychologue dit que je dois comprendre pourquoi j'ai fait ça, pour ne jamais recommencer. Il dit que j'ai une chance de reconstruire ma vie après ma sortie, mais d'abord, je dois reconnaître pleinement le mal que j'ai causé. Et je le reconnais, Lulu. Chaque jour, chaque nuit, chaque instant de ta souffrance à cause de nous, je le porte comme un fardeau qui ne s'en ira jamais. Je ne demande pas de réponse. Je ne cherche pas à revenir dans ta vie. Je voulais seulement que tu saches que je suis sincèrement désolée et que, si je pouvais revenir en arrière, j'aurais été le frère que tu méritais. Si un jour, dans de nombreuses années, tu estimes pouvoir m'accorder la chance de te demander pardon en personne, j'attendrai. Mais je comprendrai parfaitement si ce jour n'arrive jamais. J'espère que tu pourras reconstruire ta vie loin d'ici. J'espère qu'un jour tu trouveras la paix avec un repentir sincère. Robert, quand j'ai refermé la lettre, j'ai compris que je pleurais. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère, mais quelque chose de différent, indescriptible, un mélange confus qui m'a laissé vider. J'ai rangé la lettre dans un tiroir, sans jamais répondre, mais je ne l'ai pas détruite. D'une certaine manière, ces mots étaient une validation de la réalité, une preuve que ce n'était pas un cauchemar, que je n'avais pas perdu la raison. Les mois ont continué à s'égrener, puis les années. Je me suis adaptée à la vie à Orléans, à son rythme plus posé, à ses traditions ancrées dans l'histoire. À l'école, j'ai gardé mes distances, mais peu à peu, certaines camarades ont réussi à franchir mes barrières. Elles ne sont jamais devenues de vraies amies, mais leur compagnie était tolérable. Marthe, la fille du pharmacien, fut la première à qui j'ai confié une partie de mon histoire. Je ne lui ai pas tout raconté, bien sûr. Je me suis contentée de dire que j'avais traversé quelque chose de très difficile dans l'ancienne ville et que c'était pour cette raison que nous avions déménagé. Ça a dû être terrible, a-t-elle murmuré, sans chercher à me soutirer des détails. Ça l'était, ai-je répondu, surprise par la sincérité qui m'échappait. Mais j'essaie d'avancer, ai-je ajouté. Si tu as besoin de parler, je suis là, a-t-elle offert avec une simplicité qui m'a touchée. C'était la première fois que quelqu'un proposait son aide sans sembler curieux à outrance, sans poser 1000 questions, sans me regarder comme un phénomène, juste offrant sa présence. Une compagnie, une oreille attentive si jamais j'en avais besoin. À la maison, les choses ont commencé à s'améliorer lentement. Les cauchemars n'avaient pas disparu, mais ils étaient devenus moins fréquents. Ma mère ne pleurait plus toutes les nuits et esquissait parfois un sourire, surtout lorsqu'elle racontait les histoires amusantes des clientes de la boulangerie. Mon père restait vigilant, voulant connaître chacun de mes déplacements, appelant l'école si je rentrais 10 minutes en retard. Avec le temps, cette surveillance s'est allégée, au fur et à mesure qu'il constatait que j'étais capable, d'une certaine façon, de tenir le coup. En 1968, 2 ans après notre arrivée à Orléans, un événement inattendu est survenu. Une lettre est arrivée, cette fois de la prison d'État. C'était d'Antoine. Contrairement à la lettre de Robert, celle-ci était brève, presque brutale. Lourde, je sais que tu vas probablement la déchirer sans la lire, commençait-elle. Je sais que tu me détestes et tu as raison. Ce que nous avons fait est sans excuse. J'écris parce que j'ai appris que Robert t'avait envoyé une lettre. Il tente de se faire passer pour repentant, pour celui qui a changé, mais je ne le crois pas. Il a été pleinement acteur de tout ce qui s'est passé. Je ne réclame aucune excuse. Je voulais seulement que tu saches que je paie pour mes actes ici, derrière les barreaux. Quand il comprendra la raison de ta présence ici, sa vie deviendra un enfer. Même les criminels les plus endurcis n'accordent aucun respect à ceux qui ont commis ce que nous avons fait. Peut-être que savoir que nous souffrons te donnera un certain réconfort. J'espère que oui, Antoine. Cette lettre, si différente de la première, je l'ai déchirée en morceaux avant de la jeter à la poubelle. Je n'ai rien dit à mes parents. Je ne voulais pas rouvrir cette plaie. Je ne voulais pas voir dans leurs yeux cette douleur que mes frères ont infligée. Les paroles d'Antoine me hantaient pendant des jours, non par pitié pour lui, mais parce qu'elles confirmaient ce que j'avais toujours pressenti. Robert n'avait jamais été seulement une victime des circonstances. Il avait fait le choix de participer, exactement comme Antoine l'avait dit. Quelques semaines plus tard, une 3e lettre arriva, cette fois de Joseph. Je ne l'ouvris même pas. Je la jetai directement dans le feu, observant les flammes dévorer le papier, en souhaitant pouvoir brûler mes souvenirs avec la même facilité. Quand j'ai eu 18 ans, une décision difficile se présenta.
Robert avait terminé sa peine et allait être libéré. Il ignorait notre localisation, mais il pourrait la découvrir s'il le voulait. La possibilité de croiser son chemin, même par hasard, me terrorisait. On doit encore déménager, demandai-je à mes parents un soir, pendant le dîner. Et s'ils nous retrouvent? Mon père, qui n'était pas au courant des lettres, parut surpris par mon inquiétude soudaine. Il ne sait pas où nous sommes, princesse, et même s'il le découvrait, je ne le laisserai jamais s'approcher de toi. Mais il ne sera pas toujours loin de moi, rétorquai-je. Et si je le croise dans la rue? Et si je le retrouve à l'école? Ma mère, habituellement si discrète, prit enfin la parole. Peut-être qu'il est temps d'affronter tes peurs, ma fille. On ne peut pas se cacher éternellement. J'étais stupéfaite. Ma mère, qui avait sombré dans la dépression après la découverte de nos souffrances, parlait maintenant de faire face, de ne plus fuir. Que veux-tu dire, maman? Demandai-je. Je veux dire que la vie continue. Robert a purgé sa peine. Tu grandis et tu vas bientôt entrer à l'université. On ne peut pas vivre éternellement dans la peur. Mon père me regardait comme si j'avais perdu la raison. Tu défends ce monstre? Demanda-t-il, incrédule. Non, répondit ma mère avec fermeté. Je ne défendrai jamais leurs actes. Mais Robert était le plus jeune. Il a été influencé par les autres. Peut-être. Peut-être quoi? Interrompit mon père, sa voix coupée par la colère. Peut-être qu'on devrait l'inviter à dîner, faire comme si rien ne s'était passé. Gérard, ce n'est pas ce que je dis, tu le sais. Je veux juste dire qu'on ne peut pas vivre avec autant de haine et de peur. Regarde-nous. On prétend être une famille normale, mais ce n'est qu'une façade. Nous restons prisonniers de ce salon, de ce jour-là, pour toujours. C'était la première fois que je voyais mes parents se confronter aussi violemment depuis la découverte des abus. C'était comme si une digue avait cédé, laissant jaillir des années d'émotions refoulées. Pardonnerais-tu à ton fils? Sanglota ma mère. Tu ne reverrais jamais Robert, même pour entendre ce qu'il a à dire? Il n'est plus mon fils, répondit mon père, mais sa voix trahissait un doute. Aucun d'eux ne l'est, ajouta-t-il, presque pour lui-même. Je restais silencieuse, observant leur dispute, un sentiment étrange grandissant en moi. Ce n'était pas du pardon. Ce ne serait jamais du pardon, mais peut-être de l'acceptation. L'acceptation que ce qui s'était passé faisait partie de mon histoire et que fuir ne changerait rien. Je ne veux pas voir Robert, déclarai-je enfin, interrompant leur dispute. Je ne suis pas prête, peut-être que je ne le serai jamais. Mais je ne veux pas non plus fuir encore. C'est notre maison maintenant, notre vie. Mes parents me fixèrent, surpris par ma fermeté. Pour la première fois depuis les abus, je prenais une décision pour moi-même. Je ne laissais plus les autres décider pour moi. J'ai peur, avouai-je, mais je refuse que cette peur contrôle chaque pas que je ferai pour le reste de ma vie. Mon père se leva et me serra dans ses bras, comme autrefois. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, princesse, murmura-t-il, la voix brisée, beaucoup plus courageuse que moi. Cette nuit-là marqua un tournant pour notre famille. Il n'y eut pas de guérison immédiate. Les cicatrices étaient toujours là. Les cauchemars revenaient de temps en temps. Les souvenirs douloureux surgissaient parfois à l'improviste. Mais quelque chose avait changé profondément. Pour la première fois depuis ces événements, je sentais qu'un avenir était possible, un avenir qui ne serait pas entièrement défini par mon passé. En 1971, j'étais acceptée à la faculté de pédagogie à Paris. Je m'apprêtais à déménager, à vivre en résidence avec d'autres étudiantes, à commencer une vie indépendante. Mes parents étaient fiers, mais aussi inquiets. « Es-tu sûre d'être prête, ma fille ?» demanda ma mère en m'aidant à faire mes valises. « Paris est une grande ville, dangereuse. »« Je suis prête, maman, » répondis-je, moi-même étonnée par la certitude dans ma voix. Je ne peux pas laisser la peur m'empêcher de vivre. La veille de mon départ, j'eus un rêve différent. Ce n'était pas un cauchemar comme ceux qui m'avaient tourmentée pendant tant d'années. C'était un rêve de liberté. Je courais dans un vaste champ sous un ciel d'un bleu infini. Je courais sans limite, sans chaîne, sans personne à mes trousses. Je me réveillais les larmes aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes d'espoir. Paris, en 1971, était un monde complètement différent d'Orléans. Les immeubles s'élevaient à la place des petites maisons. Les larges avenues avaient remplacé les ruelles pavées. Des foules d'inconnus remplaçaient les visages familiers. Dans les premiers jours à la résidence, la peur, cette vieille compagne, était encore là, comme une ombre. Mais il y avait quelque chose de nouveau en moi.
Une détermination inconnue, une force que je ne savais pas posséder. La résidence se situait dans le 5e arrondissement, tout près du quartier latin. Nous étions 6 filles à partager un appartement de 3 chambres. Mes colocataires étaient bruyantes, pleines de vie, toujours joyeuses et rêveuses, si différentes de moi, avec mes cicatrices invisibles que personne ici ne connaissait. Lourdes, tu es toujours si silencieuse, disait Christine, ma colocataire de chambre, une fille de Lyon qui étudiait le droit. Il faut sortir plus, profiter de la vie. Peu à peu, je me suis ouverte. Pas sur mon passé, qui restait un secret bien gardé, mais sur mes goûts, mes idées, mes rêves pour l'avenir. J'ai découvert que j'aimais la musique, surtout Charles Aznavour, très populaire à l'époque. J'ai réalisé que j'avais un certain talent pour le dessin et que j'adorais les enfants. Tu vas être une institutrice incroyable, m'a dit Christine un jour, après m'avoir vu aider le fils de la voisine avec ses devoirs. Tu as de la patience, de l'affection, c'est exactement ce dont les enfants ont besoin. La faculté de pédagogie a élargi mes horizons d'une manière que je n'avais jamais imaginée. J'apprenais le développement de l'enfant, la psychologie, les méthodes d'enseignement. Chaque cours ouvrait une nouvelle fenêtre sur un monde où je pouvais réellement faire une différence dans la vie des enfants. Les expériences traumatisantes de l'enfance peuvent marquer profondément le développement émotionnel, expliqua un jour ma professeure de psychologie éducative. Mais avec un soutien approprié, la résilience humaine est étonnante. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. La résilience, cette capacité à se relever, à s'adapter, à grandir malgré les épreuves. C'était exactement ce que je construisais, jour après jour, sans m'en rendre compte. Mes parents m'appelaient toutes les semaines, inquiets, nostalgiques. Lors de mes premières vacances, de retour à Orléans, j'ai remarqué combien la ville et eux semblaient avoir vieilli. Mon père, autrefois si solide, avait maintenant les épaules courbées, comme sous un poids invisible. Ma mère, malgré ses sourires plus fréquents, gardait parfois un regard distant, perdu dans des pensées que je ne pouvais qu'imaginer. « Vous allez bien ?» demandai-je un soir à table. « On va bien » répondit ma mère. « Tu nous manques, princesse » ajouta-t-elle doucement. Pendant cette visite, j'ai compris que je n'étais pas la seule à devoir avancer. Mes parents étaient eux aussi prisonniers du passé, revivant encore et encore ce jour terrible. C'était comme si le temps s'était arrêté pour nous 3 en juin 196. Vous aussi, vous devez vivre, leur ai-je dit la nuit avant de retourner à Paris. Vous ne pouvez pas passer le reste de votre vie à attendre mes visites. Mon père sourit, un sourire triste devenu sa signature. C'est plus facile à dire qu'à faire, ma fille. Je sais, ai-je murmuré en l'embrassant. Crois-moi, je sais. De retour à Paris, je me suis plongée dans les études avec encore plus de détermination. Je ne construisais pas seulement un futur pour moi. Je voulais montrer qu'il était possible de dépasser le passé, que les cicatrices pouvaient devenir les marques d'une bataille remportée. Pendant ma 2e année de faculté, j'ai rencontré Jean. Il étudiait l'ingénierie à l'école polytechnique et vivait dans une résidence proche de la nôtre. Nous nous sommes connus lors de l'anniversaire d'une amie commune. Il m'a offert un verre de limonade, a commenté la musique qui passait, et nous avons parlé pendant des heures de tout et de rien. Jean était différent des autres garçons qui avaient essayé de s'approcher de moi. Il n'était pas insistant, ne cherchait pas à m'impressionner. Son calme et sa gentillesse naturelle me faisaient sentir en sécurité près de lui. « Je peux l'appeler un de ces jours ?» a-t-il demandé à la fin de la fête. J'ai hésité. Les relations ne faisaient pas partie de mes projets. L'idée de m'ouvrir, de faire confiance à quelqu'un à ce point, me terrifiait. « Juste pour parler », ajouta-t-il en percevant mon hésitation, sans aucune pression. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de peur et d'une émotion nouvelle que je ne savais pas nommer. Jean a appelé 3 jours plus tard, puis la semaine suivante, et encore l'autre. Nos conversations étaient simples, sur les livres, les films, les cours, l'avenir. Il ne me questionnait jamais sur mon passé et ne forçait jamais de sujets qui me mettaient mal à l'aise. Lors de notre premier rendez-vous seul, nous sommes allés au cinéma voir un film très en vogue à l'époque. Quand il a essayé de prendre ma main dans l'obscurité, j'ai reculé instinctivement, comme électrocuté. « Pardon » murmura-t-il sans insister. « Je ne ferai rien que tu ne veux pas. » Ces mots simples, évidents mais puissants, ont résonné dans ma tête pendant des jours. « Je ne ferai rien que tu ne veux pas. » C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait mon droit de dire non, de poser des limites. Dans les semaines suivantes, notre amitié a grandi. Jean était patient, respectueux, jamais au-delà des limites que je fixais.
Quand j'ai finalement eu le courage de tenir sa main lors d'une promenade au jardin du Luxembourg, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis des années. Il y a quelque chose dans ton passé qui t'a beaucoup blessé, n'est-ce pas? Demanda-t-il un jour alors que nous étions assis au bord de la fontaine Médicis. Tu n'as pas besoin de me raconter. Je veux juste que tu saches que, quand tu seras prête, si un jour tu le es, je serai là pour écouter. J'ai senti mes yeux se remplir de larmes. Comment savait-il? Comment comprenait-il si bien ce que je ressentais sans que je n'aie à parler? Merci, murmurai-je. C'était tout ce que j'ai réussi à dire. Notre relation a progressé à mon rythme. Chaque barrière surmontée était une victoire célébrée silencieusement. Le premier baiser, plusieurs mois après notre rencontre. La première fois que j'ai parlé de ma famille, même superficiellement. La première fois que je l'ai présenté à mes parents lors de leur visite à Paris. Mon père, toujours protecteur, l'a observé avec méfiance. Ma mère, plus intuitive, a immédiatement compris que Jean était quelqu'un de spécial. Il a de beaux yeux, m'a confié ma mère quand nous étions seuls. Des yeux qui montrent du respect. En 1971, ma dernière année de faculté, une nouvelle a bouleversé à nouveau mon univers. Antoine et Joseph avaient été libérés pour bonne conduite après avoir purgé un peu plus de la moitié de leur peine. La lettre m'informant de cela venait de mon ancien avocat à Meaux, qui estimait que je devais être tenu au courant. « Ils ne savent pas où vous êtes », assurait-il dans sa lettre, et il leur est interdit d'entrer en contact avec vous. Malgré ces garanties, la peur a ressurgi avec violence. Et s'ils me retrouvaient? Et s'ils cherchaient à se venger pour leur emprisonnement? Pendant plusieurs jours, le sommeil m'a fui. Les cauchemars sont revenus hanter mes nuits. Chaque ombre semblait désormais renfermer un danger. Jean a vite compris que quelque chose n'allait pas. Il n'a jamais insisté, il s'est simplement tenu là, offrant un soutien silencieux et respectant mon espace. C'est à ce moment que j'ai pris une décision qui allait bouleverser ma vie. J'en avais assez de fuir. J'en avais assez de laisser la peur dicter chaque instant de mon existence. Si je voulais réellement avancer, il fallait que j'affronte mes démons, une bonne fois pour toutes. Il faut que je te raconte quelque chose, ai-je dit à Jean un soir, assis dans le petit appartement qu'il avait loué après son diplôme. Je devais lui parler de mon passé, de ce qui m'avait façonné ainsi. Il a pris mes mains, le regard plein de compréhension. Seulement si tu veux, Lourdes. Tu n'es pas obligé de le faire maintenant. Et jamais si c'est trop douloureux. Mais j'en avais besoin. Pour la première fois, j'ai tout révélé. Depuis le premier jour dans la cuisine de notre maison, jusqu'à la découverte par mon père, l'emprisonnement de mes frères, et notre fuite vers Orléans. Les mots ont coulé comme un torrent longtemps retenu. Jean est resté silencieux, tenant mes mains, tandis que des larmes discrètes coulaient sur son visage. Quand j'ai enfin terminé, épuisé tant émotionnellement que physiquement, il m'a embrassé avec une délicatesse telle que j'ai recommencé à pleurer. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée », a-t-il dit simplement. « Je t'aime. » Rien de ce que je lui avais raconté n'avait changé cela. Rien. Cette nuit-là a marqué le vrai début de ma guérison. Partager mon histoire, révéler mon secret le plus sombre et être accepté et aimé malgré cela, ou peut-être même à cause de cela, a été libérateur d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Dans les semaines suivantes, avec le soutien de Jean et de quelques proches, j'ai pris une autre décision difficile, affronter mes frères. Pas en personne, je n'étais pas encore prête pour cela, mais par lettre. 3 lettres, une pour chacun d'eux. À Robert, j'ai écrit à quel point sa participation aux abus, même en étant le plus jeune et même en prétendant avoir été contraint, m'avait profondément blessé. J'ai décrit ces années passées à tenter de comprendre comment mon propre frère, en qui j'avais confiance et que j'aimais, avait pu faire partie d'une horreur pareille. Je ne te déteste plus, ai-je écrit à la fin, mais je ne peux pas non plus te pardonner entièrement. Ce que je peux faire, c'est te souhaiter de trouver la paix, de reconstruire ta vie et de ne plus jamais causer de souffrance à personne. À Joseph, mon frère du milieu, toujours distant et froid, j'ai confié la colère accumulée pendant des années. Comment lui, qui aurait dû me protéger comme aîné, avait choisi de se joindre à Antoine dans les abus. J'espère que le temps passé en prison t'aura fait réfléchir, ai-je écrit à Joseph. J'espère que tu comprends enfin l'ampleur de ce que tu as fait. Je ne veux plus te voir, je ne veux plus aucun contact, mais je veux que tu saches que je ne vivrai plus dans la peur de toi. La lettre destinée à Antoine, le chef, l'instigateur, a été la plus ardue à écrire. Pendant des jours, je suis restée devant la feuille blanche, incapable de trouver les mots pour traduire toute ma douleur, ma colère et mon mépris.
Tu as volé mon enfance, ai-je finalement écrit. Tu as dérobé mon innocence, ma confiance, ma capacité à me sentir en sécurité. Pendant des années, tu as contrôlé ma vie par la peur, mais cela s'arrête ici. Je n'ai plus peur de toi. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. J'ai envoyé les 3 lettres le même jour, sans attendre de réponse, et sans en désirer. C'était un geste symbolique, une déclaration de liberté. À partir de ce moment, je ne serai plus définie par ce que mes frères m'avaient fait. Je me définirai par mes choix, par le chemin que je choisirai. En décembre 1974, j'ai obtenu mon diplôme de pédagogie. Mes parents étaient dans le public, le sourire fier sur leur visage marqué par le temps. Jean se tenait à mes côtés, applaudissant plus fort que tous les autres. 2 semaines plus tard, lorsqu'on m'a remis officiellement mon diplôme, il m'a demandé ma main. « Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, si ce n'est mon amour », a-t-il dit en me montrant une bague simple. « Mais je promets de prendre soin de toi, de respecter tes limites et de construire une vie où tu te sentiras en sécurité et aimé. » J'ai hésité, non par manque d'amour. J'aimais Jean plus que je n'aurais cru pouvoir aimer quelqu'un. Mais la peur était là. Peur de ne pas pouvoir être une épouse entière, peur que mes cicatrices soient trop profondes. Et si je n'y arrive jamais, tu sais, ai-je murmuré, honteuse. Et si le traumatisme est trop fort? Jean a souri, ce sourire tendre qui m'avait conquise depuis le début. Lourdes, le mariage, ce n'est pas que ça. C'est la compagnie, l'amitié, c'est construire quelque chose ensemble. Le reste viendra quand ce sera le moment, et si ça ne vient pas, nous aurons déjà tout ça. Nous nous sommes mariés en mars 1975, dans une cérémonie simple à Orléans. Le jour était lumineux, parfumé par les fleurs de jacaranda. Mon père m'a accompagné à l'autel, les larmes aux yeux. « Tu mérites tout le bonheur du monde, princesse », a-t-il murmuré. Chaque jour, je remercie Dieu que tu aies survécu et que tu sois devenue cette femme incroyable. Notre vie de jeune mariée a commencé dans un petit appartement à Paris. Jean travaillait dans une entreprise de construction, et moi, j'avais trouvé un poste d'institutrice dans une école primaire. Nous étions jeunes, amoureux, pleins de rêves. L'intimité physique a été un défi, comme nous nous y attendions. Il y a eu des nuits de larmes, de souvenirs douloureux ressurgissants, de panique. Mais Jean n'a jamais exercé de pression, ni montré de frustration. Il attendait patiemment, respectant mon rythme, attendant que je sois prête. En 1976, j'ai découvert que j'étais enceinte. La joie était mêlée de terreur. Les médecins avaient évoqué que je pourrais ne jamais avoir d'enfant à cause des séquelles des abus. Et une part de moi craignait de ne pas savoir comment être mère, comment protéger un enfant alors que ma propre enfance avait été si violée. On y arrivera, m'a assuré Jean, me tenant la main pendant que nous regardions ensemble la première échographie. Marie est née en janvier 1977. Une fille en parfaite santé, avec les yeux de son père, disait-il, mon sourire. La tenir pour la première fois dans mes bras fut un miracle. Si petite, si parfaite, si confiante dans le monde, ignorant tout du mal qui pouvait exister. Je vais te protéger, ai-je promis en posant un baiser sur son front. Toujours. Être mère m'a guérie d'une façon que je n'avais jamais imaginée. Voir Marie grandir, me faire confiance entièrement, m'a prouvé que je pouvais être forte, que je pouvais protéger et aimer sans réserve. Quand Pierre est né en 1980, puis Anne en 1983, notre famille s'est enfin sentie complète. Mes parents ont vieilli en voyant leurs petits-enfants grandir, trouvant dans leur présence une joie que je pensais qu'ils ne connaîtraient jamais. Mon père, surtout, semblait renaître à travers eux, jouant, racontant des histoires, incarnant le grand-père affectueux qu'il avait toujours été destiné à devenir. En 1985, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Robert. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. Je l'ai laissée sur la table de la cuisine pendant plusieurs jours, indécise sur ce qu'il fallait faire. Finalement, un dimanche paisible, pendant que les enfants jouaient dans le jardin et que Jean lisait le journal, j'ai rassemblé mon courage. Chère Lourdes, j'ai reçu ta lettre il y a des années et j'ai compris ta position. Je n'attendais pas de réponse et je n'en attends pas maintenant. Je voulais simplement que tu saches que tes mots ont changé ma vie. Ils m'ont ouvert les yeux sur le mal que j'ai causé. Ces dernières années, j'ai reconstruit mon existence. J'ai terminé mes études et trouvé un emploi stable. J'ai rencontré une femme qui connaît mon passé et m'a accepté malgré tout. Je fais de la thérapie régulièrement et je fais du bénévolat auprès d'enfants victimes d'abus. Je ne cherche pas à revenir dans ta vie. Je sais que c'est impossible.
Je voulais juste que tu saches que tes paroles ont eu un impact et que je souhaite sincèrement que tu aies trouvé la paix et le bonheur que tu mérites. Si un jour tu veux répondre ou connaître davantage ma vie, je serai heureux. Mais je comprendrai parfaitement si tu préfères que ce soit notre dernière communication. Avec affection et repentir sincère, Robert. J'ai montré la lettre à Jean. Il l'a lue en silence, puis a demandé simplement « Qu'est-ce que tu veux faire ?» J'ai réfléchi longtemps. La petite fille blessée en moi voulait déchirer la lettre, ignorer Robert comme s'il n'avait jamais existé. Mais la femme que j'étais devenue, institutrice, épouse, mère, pouvait percevoir autre chose au-delà de la colère. Je pense que je vais répondre, ai-je décidé finalement. Pas pour renouer contact, pas pour pardonner complètement, mais pour montrer que j'avais survécu et construit une vie entière malgré ce qu'ils avaient fait. Ma réponse a été brève. J'ai partagé seulement des informations essentielles sur ma vie, mon mariage, mes enfants, ma carrière d'institutrice. Je n'ai pas inclus de photos ni d'adresse, seulement un récit simple de qui j'étais devenue. Je suis heureuse que tu aies trouvé un chemin de rédemption, et j'écris à la fin. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'Antoine ni de Joseph. Des années plus tard, j'ai appris par une connaissance qu'Antoine était mort dans une bagarre de bar en 1990 et que Joseph avait déménagé dans le nord du pays, perdant tout contact. Robert a répondu une seule fois, remerciant pour ce que j'avais écrit, annonçant qu'il était marié et attendait son premier enfant. Je n'ai pas répondu cette fois, et il a respecté mon silence. La vie a continué son cours. Mes enfants ont grandi forts et confiants, ignorant le passé sombre de leur mère. Mon père est décédé en 199, en paix, sachant que j'allais bien. Ma mère l'a suivi 2 ans plus tard, s'éteignant dans son sommeil comme si elle ne pouvait plus supporter d'être sans lui. Jean et moi avons vieilli ensemble, voyant nos enfants grandir, se marier et nous offrir des petits-enfants. L'amour entre nous, commencé si doucement, a grandi et s'est transformé en quelque chose de profond et inébranlable. Il est resté cet homme patient, respectueux de mes limites, qui me faisait toujours sentir en sécurité. En 2010, déjà grand-mère de 4 petits-enfants, j'ai pris une décision que je n'aurais jamais imaginé prendre. J'ai écrit à Robert pour lui demander qu'on se rencontre, non pour lui, mais pour moi, pour fermer ce chapitre définitivement. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre de Paris. Il était très différent. Cheveux gris, rides profondes, lunettes de lecture. Il n'avait plus rien de l'adolescent qui avait participé à ma souffrance. Nous avons parlé près de 2 heures de nos vies, de nos enfants, de nos regrets. Je ne cesse de me repentir, m'a-t-il dit, les yeux baissés, pas un seul jour n'a passé sans cela. Je sais, ai-je répondu, étonné de ne ressentir aucune colère, juste une tristesse distante, et j'espère que tu ne cesseras jamais. Ce n'était pas une rencontre pour se réconcilier. Il n'y a eu ni étreinte ni promesse de rester en contact. C'était une rencontre pour tourner la page, fermer définitivement ce chapitre. Avant de nous séparer, il m'a demandé « Tu as réussi à être heureuse, Lourdes, malgré tout ?» J'ai pensé à Jean, à nos enfants, à nos petits-enfants, à la vie que nous avons construite ensemble. Oui, ai-je répondu sincèrement, très heureuse. Et c'était ça la plus grande victoire, ne pas avoir laissé ces mois d'horreur définir toute mon existence. Avoir choisi la vie, l'amour et le bonheur malgré les cicatrices. Aujourd'hui, à mes ans, je regarde en arrière et je vois un chemin difficile mais qui valait la peine d'être parcouru. Je suis grand-mère de 7 merveilleux petits-enfants, institutrice retraitée ayant aidé des centaines d'enfants. Je suis une femme qui a appris que les pires blessures peuvent cicatriser si on leur donne du temps et des soins. À vous qui me regardez jusqu'ici, merci d'avoir écouté mon histoire. Si je la raconte aujourd'hui après tant d'années de silence, c'est parce que je crois qu'elle peut aider quelqu'un traversant une épreuve similaire. Pour dire qu'il y a de l'espoir, qu'il existe un chemin au-delà de la douleur. Si vous affrontez votre propre vallée d'ombre, souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. La guérison peut être lente, difficile parfois, mais elle est possible. Croyez en cela. Avant de vous dire au revoir, je voulais remercier mes 60 000 abonnés. C'est beaucoup de monde, mon Dieu. N'oubliez pas de laisser un like à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne Mémoire de grand-mère et d'activer la cloche pour ne rater aucune histoire. Commentez d'où vous regardez, de Bretagne, de Provence, du Nord ou même de l'étranger. Je veux tous vous connaître. Ces histoires sont là pour vous inspirer, vous donner de la force dans les jours difficiles. Un baiser affectueux de Mamie Lulu.